La mer Méditerranée se réchauffe-t-elle? Depuis les années 80, les scientifiques observent sur la planète un phénomène qui semble inquiétant, le réchauffement climatique. Mais bien des incertitudes demeurent, notamment en Méditerranée. Berceau d'une civilisation exceptionnelle, elle offre un patrimoine riche d'une biodiversité unique qui est observé par la communauté scientifique depuis plus de 200 ans. Si le littoral méditerranéen occidental jouit d'une exposition géographique et économique remarquable, le réchauffement des eaux de la Méditerranée impose un autre scénario au sud de la France. Ce sont les fameux épisodes cévenols, conséquence directe et bien réelle d'un réchauffement climatique annoncé. Érosion des sols, montée des eaux, la façade maritime du golfe du Lion est menacée. De la Camargue aux Pyrénées, le territoire est sous haute surveillance par les pouvoirs publics. Comment scientifiques et gestionnaires conjuguent-ils leurs observations? Mais qu'en est-il du milieu marin? Quelles observations peut-on faire et sur quelle base? Doit-on s'inquiéter des espèces invasives? Nous sommes au Barcarès. Le docteur Philippe L'Enfant de l'Université de Perpignan nous explique le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, la définition, c'est vraiment une augmentation de température des eaux. Donc moi je le perçois directement au niveau des poissons parce que les poissons, c'est pas comme nous, ils régulent pas leur température et donc forcément ils sont très influencés par la température de l'eau extérieure et petit à petit on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui sont favorisées par ce réchauffement des eaux. Alors après, il ne faut pas imaginer que c'est un réchauffement de 10 degrés. En fait, à l'échelle de la Méditerranée, sur les 20 ou 30 dernières années, on a peut-être gagné 0,5 degrés, donc c'est pas énorme. Mais ce qui est important, c'est surtout les écarts qui augmentent, c'est-à-dire que des fois on monte assez haut en température. Je me souviens de l'année de la canicule, on était quasiment dans les eaux tropicales, on avait 27 voire 28 degrés quoi. À Marseille, je crois qu'ils étaient montés quasiment à 30. Alors c'est exceptionnel, mais c'est ce qui fait que les espèces, il va falloir qu'elles s'adaptent et puis qu'elles intègrent ces montées en température. Donc, dans les années 70-80, on commençait à détecter les premières variations de température. Mais comme c'était assez fin, on ne savait pas trop si c'était de l'erreur ou si réellement il y avait une augmentation. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a augmentation, ça c'est validé. L'ensemble des résultats semble confirmer l'hypothèse d'un réchauffement des eaux côtières du golfe du Lion. C'est à Marseille, sur le Vieux-Port, que Guy, pêcheur professionnel, nous livre ses observations. Le réchauffement climatique est-il aussi visible dans ces filets? C'est énorme, c'est flagrant. Il y a des espèces que l'on ne pêche plus et des espèces qui apparaissent justement qu'on ne voyait pas. Comme les daines, le barracuda, on n'en voyait pas, maintenant on en voit souvent. Et des poissons comme le loup, les sols, justement, que c'était la saison, ça a disparu complètement. On en prend un de temps en temps. C'est pas... Ça remonte à quand? Dans le temps, tu arrives à l'identifier? 3-4 ans. Il y a vraiment eu un changement à ce moment-là? 3-4 ans, ça s'est accéléré, ça a été terrible. Avant, c'était progressif. Là, il y a 3-4 ans, c'est vraiment accéléré. Et la température d'eau qui augmente d'1 degré, c'est rien, mais pour le poisson, c'est énorme. Et surtout les courants qui ont changé. Il y a aussi des problèmes de pollution. Je change mes lunettes alors. Non, c'est parce qu'il n'est pas mûr, c'est pour ça. C'est comme les tomates, ça. C'est surtout les espèces, elles vont devoir s'adapter parce que dans le milieu naturel, il y a des espèces qui ont, on va dire, une gamme assez large de tolérance. Donc il y en a qui vont pouvoir aller dans des eaux très froides, mais aussi dans des eaux très chaudes. Et puis il y a des espèces qui vont avoir une gamme qui va être beaucoup plus étroite. Et bien c'est elles qui vont être le plus gênées. Mais bon, voilà, maintenant il faut laisser aussi au temps pour voir comment ces espèces vont réagir, parce qu'il y a quand même, la nature est bien faite et il y a des phénomènes d'adaptation. Et donc c'est ça qu'on veut suivre, c'est les adaptations des espèces sur le temps.
a la particularité dans le golfe du Lion d'être dans la zone la plus froide de Méditerranée, quand on inclut le bassin oriental et le bassin occidental. Donc nous, on n'a pas encore vu ces fameuses espèces invasives coloniser la zone. Il faut savoir qu'elles viennent soit du canal de Suez, soit de Gibraltar, donc de l'Atlantique. Donc on est quand même assez loin de ces deux points. Et donc pour l'instant, on n'a pas vu de choses flagrantes. Par contre, on a des espèces qui ont ce qu'on appelle les espèces qui ont une attirance pour les eaux chaudes, plutôt thermophiles. Et par exemple, il y a moins de 10 ans de ça, le barracuda n'était pas très développé sur nos côtes. Et au travers de nos suivis qu'on fait depuis 20 ans sur les juvéniles, d'un coup, on a vu apparaître ces barracudas qui mesuraient moins de 10 cm, donc des juvéniles, et ça a été flagrant. Et ça nous a un peu interpellés parce qu'on pensait que ça allait être à une échelle beaucoup plus lente, et en fait on s'aperçoit que ça peut quand même être assez rapide. Les barracudas, avant on n'en voyait pas, maintenant on les voit. Avant il y en avait ce qu'on appelle les brochets de mer beaucoup plus petits, la bécude. Maintenant on a des vrais barracudas et on a des dents. Soucieux de préserver le milieu marin et la ressource, les pêcheurs sont de véritables sentinelles de la mer. Leur crainte, un déséquilibre du milieu dû aux espèces invasives. Par une présence quotidienne en mer, l'expérience de ces hommes est indispensable à la communauté scientifique. On croise les résultats de certains collègues qui sont en Israël, donc très proches de cette source d'espèces invasives. Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'il y a une biodiversité locale qui est très importante, eh bien, il y a un frein net à cette invasion d'espèces parce que ce qu'on appelle dans notre jargon la niche écologique, c'est-à-dire des espaces, des nourritures à récupérer, tout ça c'est déjà pris. Et donc, comme on dit, la nature n'aime pas le vide, là il n'y a pas de vide, et donc ça ralentit. Donc si nous on veut trouver des solutions, ou en tout cas aider au maintien des espèces locales, eh bien c'est en favorisant la biodiversité. La réserve marine, c'est une chose. Là, on favorise, puisqu'on protège et l'habitat et les espèces, on protège la biodiversité. Mais par exemple, comme dans un port ici, si à la place d'avoir des quais complètement lisses, où il n'y a pas de structure complexe, où la biodiversité va diminuer, parce qu'il se passe des choses dans un port, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a de la vie dans un port, et pas mal de vie, et surtout des juvéniles. Et bien si on arrive à créer une certaine complexité, on va créer de la biodiversité, ou en tout cas la recréer, et donc on va, au travers de cette biodiversité, ralentir tous ces phénomènes. Et donc les ports ne vont plus être des vecteurs, mais au contraire vont être des barrières au déplacement des espèces invasives. Alors le mérou, lui, il fait partie des bons candidats, c'est-à-dire que c'est plutôt une espèce qui aime les eaux chaudes. Et comme le barracuda, l'année dernière, on a vu ici les premiers juvéniles de mérou, c'est-à-dire 5 cm, donc vraiment les premiers stades. Et ça fait 20 ans que je fais des suivis, j'en avais jamais vu. Donc ça risque d'être une espèce qui va profiter du fait que la température de l'eau l'hiver, parce que lui, le problème, c'est de passer l'hiver. Quand on mesure 6 cm et qu'il n'y a pas beaucoup à manger, il faut passer cette période qui est un peu difficile, et il risque de la passer assez bien. Et pourquoi le mérou, c'est intéressant? Parce que c'est ce qu'on appelle en écologie une espèce parapluie, c'est-à-dire que quand cette espèce est présente, toute la chaîne alimentaire qui est en dessous, elle est opérationnelle, elle est fonctionnelle et tout est équilibré. L'algue coralligène joue un rôle majeur dans l'écosystème méditerranéen. Il fixe la vie pour des milliers d'espèces. Langoustes, murènes, corail rouge s'y côtoient dans une explosion de vie multicolore. Il est aussi un lieu exceptionnel pour les scientifiques. Florian Hollon, ingénieur écologue, observe le coralligène avec une attention toute particulière. Donc avec l'agence de l'eau, on travaille à la surveillance biologique. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur les herbiers de Posidonie, on travaille sur le coralligène, on travaille avec l'Université de Grenoble sur les écoutes sonores. On va travailler à tout un ensemble de réseaux qui sont menés de réseaux biologiques. Sur le coralligène, on relie comme ça, on a 250 stations qui sont suivies tous les 3 ans pour couvrir l'ensemble de la façade méditerranéenne française.
Et donc chaque année, on va suivre différents paramètres, des paramètres d'assemblage d'espèces, des paramètres de diversité, des paramètres d'abondance, et on va suivre également des phénomènes particuliers, qui vont être par exemple effectivement ces blooms algales qu'on peut observer comme les algues filamenteuses. Alors, exactement, en fait, le coralligène est un écosystème. Donc c'est pas simplement une algue, c'est le coralligène en fait est un écosystème, et même, puisque ça c'est des assemblages de communautés. On en parle ça, c'est que c'est un écosystème qui est très complexe, très complexe, assez méconnu en Méditerranée. C'est pourtant un écosystème qui n'a rien à envier aux récifs coralliens tropicaux. Quand je dis qu'il n'a rien à envier, c'est qu'il n'a rien à envier en termes de biomasse, en termes de diversité. Il faut savoir que le coralligène, sur 50 cm par 50 cm, un petit carré qu'on échantillonne, on pourrait observer parfois jusqu'à 800 espèces. Il y a 1600 espèces qui sont connues sur le coralligène et c'est un concentré de diversité. Les écosystèmes benthiques regroupent l'ensemble des espèces vivantes des fonds marins. De la pêche au rejet industriel, ils sont les témoins permanents de l'état du milieu. Le coralligène est, on le dit, associé à environ 1600 espèces. Donc c'est un lieu refuge pour la vie. Et c'est en l'étudiant justement qu'on a une approche globale des écosystèmes environnants. Lorsqu'on va étudier le coralligène, on n'étudie pas que cet écosystème ou même qu'une espèce. On va étudier tous les écosystèmes à proximité parce que le coralligène justement est d'une telle richesse qu'il va servir de nurserie, il va servir de nourricerie. C'est là où les poissons vont pouvoir venir se reproduire, vont pouvoir venir se nourrir. Et derrière, après, ils vont s'exporter sur les écosystèmes environnants et remonter puis en surface. C'est un écosystème refuge, en quelque sorte. Alors la question qui nous intéresse, c'est les assemblages des espèces. Le coralligène, comme je disais, est associé à 1600-1800 espèces. Et ce qui va nous intéresser, c'est les assemblages de ces espèces. Et est-ce qu'on peut tirer de ces assemblages, de la compréhension de ces assemblages, une information sur la qualité de la Méditerranée, sur la qualité des fonds marins à cet endroit-là. Et est-ce qu'on peut relier, est-ce que le coralligène peut être ce qu'on va appeler un écosystème sentinelle? C'est la manière dont vont évoluer les assemblages des espèces, dont vont évoluer cet écosystème, vont nous renseigner sur la qualité de l'eau, d'une certaine manière. C'est ça qui nous intéresse. Après, au-delà de ça, le réchauffement climatique, ou d'une manière plus globale, le changement global, va nous intéresser pour essayer de faire la part entre ce qui va être lié à l'environnement, de ce qui va être lié aux pressions humaines. Et c'est en ça où la mesure de la température et le réseau de température qu'on a associé aux échantillonnages coralligènes nous intéresse, c'est que dans le temps, ce ne sont que des séries à long terme. Dans le temps, ça va pouvoir être corrélé cette température avec les modifications des assemblages d'espèces. Ce qui n'empêche, l'intérêt de ces surveillances, c'est d'avoir des suivis à long terme, justement pour pouvoir de la donner et pour pouvoir la comparer dans le temps. Ce qui est certain, c'est que les modèles de réchauffement climatique et de changement global sont inquiétants. D'après les modèles, on pourrait envisager une augmentation de la température de 3 degrés d'ici la fin du siècle des températures en Méditerranée. Ce qui est très incroyable. Tout ce qui est changement global va entraîner et augmentation climatique peut entraîner des phénomènes au niveau des eaux qui sont importants. Une modification des courants, ce qui n'est pas rien. Une augmentation du niveau de la mer, une augmentation de la température bien évidemment. Tout ça va entraîner des modifications aussi liées aux tempêtes, donc plus de ruissellement, plus d'érosion des sols, des phénomènes climatiques exceptionnels. Voilà. Donc si aujourd'hui nous les surveillances coralligènes qu'on mène ne permet pas de faire de lien avec le changement climatique parce qu'on a une échelle bien trop courte depuis 2010 pour pouvoir faire un lien et dire que voilà on a observé un réchauffement sur cette année, ça serait pas cohérent. Il n'empêche que cette surveillance qui est mise en place va servir de patrimoine historique scientifique. C'est que dans le temps, ce patrimoine que l'on réalise aujourd'hui, on va pouvoir le comparer. Il sera disponible, il est aujourd'hui disponible à tout le monde via une plateforme qui s'appelle Metrix. On peut télécharger la donnée, les quadras existent, on sait ce qui se passe aujourd'hui. En 2010, on sait dans quel état était le coralligène. Et voilà, donc l'intérêt c'est que ce suivi aussi serve aux prochaines générations pour pouvoir comparer et voir si effectivement le réchauffement climatique sera bien réel. Mais moi, à mon échelle de temps, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur un réchauffement climatique. L'homme a une part de responsabilité bien réelle et parfois exagérée. Interpréter les données scientifiques du passé, organiser des suivis à long terme pour l'avenir, croiser les données entre la Méditerranée occidentale et orientale, préserver la biodiversité,
sont les premières réponses douces et structurelles pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. Maîtriser l'espace littoral est devenu un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. Repenser la côte pour conjuguer la montée des eaux imposera de déplacer des espaces de vie, de loisirs et économiques. Le Conservatoire du littoral est évidemment extrêmement soumis aux enjeux du changement climatique à plusieurs mesures, notamment sur le recul du trait de côte. On achète, nous, notre métier, c'est d'acheter des terrains en bord de mer. Or, si on achète des terrains qui, dans 20 ou 30 ans, vont disparaître, ça serait jeter de l'argent dans la mer. Donc, il est important pour nous de savoir où est-ce qu'on va intervenir, quelle est notre stratégie d'intervention, où est-ce qu'on va acheter, pour s'assurer qu'effectivement, on ne va pas acheter quelque chose qui va disparaître. Autre phénomène qu'on sous-estime largement en Méditerranée, parce que le recul du trait de côte, c'est pernicieux, c'est lent et on peut l'anticiper et s'organiser pour. Ce qui est plus compliqué et ce qui est plus soudain, c'est les submersions. C'est quand il y a des fortes pluies et effectivement des tempêtes. Là, effectivement, l'eau monte et on se retrouve avec des fortes inondations derrière. Et là, les conséquences et les risques au niveau des populations et des risques économiques sont importants. L'autre conséquence du changement climatique, c'est effectivement les augmentations de température qu'on retrouve aussi non seulement en mer, mais sur les côtes. Et donc avec une évolution d'espèces et effectivement un changement radical des paysages est à prévoir dans les années à venir et ça doit être anticipé. Et de plus en plus, on ne parle plus de recul d'une bande de 100 mètres qui est dans la loi littorale, mais nous on imagine de plus en plus une bande de 100 ans, de manière à imaginer où sera le trait de côte dans 100 ans. On l'intègre dans nos stratégies d'acquisition, de manière après à faciliter les aménagements et de reculer le plus possible l'urbanisation qui ne sera pas impactée à long terme par les changements climatiques. La COP 21 a beaucoup fait changer les esprits en France des acteurs publics, des institutions et des collectivités. Donc effectivement, on n'est pas les spécialistes des problématiques marines. Il y a des impacts, on le sait. On sait qu'il y a des solutions pour essayer de limiter ça, notamment la conservation stricte de l'herbier de Posidonie, qui a un double rôle, l'herbier de Posidonie, qui limite l'impact de la houle sur les zones sableuses, qui freine l'érosion, et aussi qui est un très bon capteur de carbone, puisque non seulement il emprisonne dans les feuilles, etc., comme n'importe quel arbre, mais en plus il fixe aussi des petites particules à l'intérieur, et c'est donc ce qu'on appelle le carbone bleu, qui est aussi une capacité de fixer le carbone qu'on produit, et donc de limiter là aussi le changement climatique. Sur les petites îles, parce que les petites îles, on les considère comme des micro-continents. C'est des territoires sur lesquels on peut faire des actions très positives à moindre coût et effectivement faire évoluer les consciences. Et si on arrive à faire des choses sur les petites îles, parce que c'est plus facile, il y a moins de monde, il y a moins de pression, etc., c'est aussi des solutions pour faire des success stories, pour expliquer qu'il y a des choses qui marchent au niveau de la production d'énergie renouvelable, au niveau de la bonne gestion de l'eau, au niveau de la bonne gestion des déchets. Et donc on se sert de ces territoires comme des territoires pilotes, comme des territoires innovants, des territoires qui montrent la voie. Et si ça marche sur les petites îles de Méditerranée, ce sera ensuite après réplicable en bord de mer. Et on espère qu'effectivement les petites îles soient les îles qui montrent la voie du développement durable en Méditerranée. L'ensemble des résultats semble confirmer l'hypothèse d'un réchauffement des eaux côtières du golfe du Lion. Gaz carbonique, évolution des peuplements, acidification du milieu ou hausse de la température, la mer Méditerranée, véritable oasis de vie, est devenu un observatoire international. Scientifiques et pouvoirs publics s'y côtoient et échangent leurs travaux afin de comprendre et d'anticiper les mécanismes du réchauffement climatique. L'avenir de l'humanité reste encore un mystère que personne n'a réussi à écrire. Ah